Bonjour à tous, je tiens d'abord à remercier les organisateurs pour cette invitation. C'est ma grande première aux Journées Aléa, donc j'apprends beaucoup et c'est aussi ma grande première au CIRM, donc je suis très content d'être là. Alors oui, je vais vous parler de géométrie stochastique. Alors qu'est-ce que c'est la géométrie stochastique? Ça va être l'étude de modèles spatiaux aléatoires qui vont vivre dans des espaces euclidiens, RD, ou tout au moins dans des espaces où il y a une métrique. Donc les modèles qu'on va étudier, en général, vont rester des structures discrètes. Donc on aura des ensembles de points, on aura des arêtes, on aura des graphes, parfois on mettra des boules autour des points, parfois on regardera des ensembles convexes. Mais la grande différence par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent ici à Aléa, c'est que les objets qu'on va regarder, ils vont être plongés dans un espace continu. Et en fait, on va se servir pour les définir de la distance. Et donc, bien sûr, il va rester un petit peu de combinatoire. De temps à autre, il y aura des arguments combinatoires, mais pas que ça. Et je crois que je vais être le premier à écrire une intégrale dans les journées à Aléa de cette année, en tout cas. On ne va pas pouvoir se contenter de faire de la combinatoire. Donc, j'ai prévu de faire un exposé introductif assez général sur la géométrie stochastique. Bien évidemment, pas du tout exhaustif. Mon but, c'est de vous faire sentir l'évolution de la discipline, essayer de faire comprendre qu'on est parti de problèmes qui, au départ, étaient posés comme des jeux mathématiques, des casse-têtes, et progressivement, on a ajouté des ingrédients, essentiellement à partir du XXe siècle, de la géométrie intégrale, de la géométrie convexe, donc ça c'est pour la partie géométrie, côté probabilité, essentiellement de la théorie des processus ponctuels, et on est arrivé à ce qu'on appelle aujourd'hui la géométrie stochastique. Alors l'expression géométrie stochastique, elle est assez récente, elle date de 1967. Elle a été employée pour la première fois dans une conférence à Oberwolfach par Krickeberg et Kendall. Alors, je sais que j'ai annoncé que je vais essentiellement parler de polytopes aléatoires, mais je n'ai pas résisté à l'envie que j'avais aussi de présenter au moins un tout petit peu d'autres modèles, en particulier des modèles de mosaïque aléatoire. Donc, ma première partie va être consacrée à un exemple d'école qui est l'aiguille de Buffon, qui est le premier problème de probabilité géométrique connu. Et j'étendrai au fur et à mesure les questions relatives à l'aiguille de Buffon pour en déduire une construction de mosaïque aléatoire. Je ne vais pas beaucoup m'étendre sur ce sujet-là. Je vais ensuite me consacrer sur les trois parties suivantes à la notion de polytopes aléatoires qui vont être construits comme des enveloppes convexes de nuages de points aléatoires. Donc pareil, je partirai du jeu, entre guillemets, c'est-à-dire d'une première question qui était posée sous forme de casse-tête. Ça sera l'objet de la deuxième partie. Et dans la troisième partie, j'énoncerai des résultats asymptotiques pour ces polytopes aléatoires, parce qu'on va assez vite voir qu'on est bloqué si on reste à un nombre fixé de points. Donc cette partie-là, ce sera encore un survey, c'est-à-dire ça ne concernera pas des résultats qui viennent de moi. En revanche, donc, la dernière partie, ce sera une présentation de résultats qui ont été obtenus en collaboration avec Thomas Schreiber et Joe Jukic dans plusieurs articles sur des calculs de variance limite. Et on parlera un petit peu de la méthode pour les obtenir, parce que c'est finalement le plus intéressant. On verra qu'on a besoin de faire un changement d'échelle et de voir la géométrie d'un enveloppe convexe dans un espace limite différent. Voilà, donc ça, c'est mon projet. Alors, à ma connaissance, le tout premier problème de probabilité géométrique qui a été posé remonte au XVIIIe siècle, et il est dû donc, à Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, en 1733. Donc, je suppose que vous avez tous entendu parler de l'aiguille de Buffon. Donc, peut-être que ce que je vais vous raconter va vous apparaître comme complètement trivial. Bon, mes excuses si c'est le cas. En tout cas, ça va me permettre de rebondir ensuite. Donc, c'est important que j'en parle maintenant. Donc, la question, c'est, vous avez un parquet, donc avec des lattes donc réparties régulièrement. Donc, voilà les lattes, donc de largeur grand D. Et je jette dessus une aiguille de longueur L, la longueur L étant supposée plus petite que la distance entre deux rainures du parquet.
Et je me demande avec quelle probabilité, en jetant cette aiguille, j'intersecte ou non une des rainures du parquet. Alors ce problème, il est important à plus d'un titre. Bon, déjà, évidemment, c'est le premier problème de probabilité géométrique. Il fournit aussi un calcul probabiliste du nombre pi. Donc il a été utilisé pour approcher le nombre pi à travers les méthodes de Monte-Carlo, qui ne sont évidemment pas très bonnes parce que la précision provient du théorème central limite, donc en 1 sur racine de n. Et aussi, à ma connaissance, c'est le premier résultat de probabilité qui utilise un calcul intégral. Alors, justement, comment calcule-t-on cette probabilité P? Alors, rapidement, pour le faire, je repère mon aiguille par la position de son milieu. Son milieu est à une distance grand R de la rainure la plus proche, et l'aiguille fait un angle θ avec l'horizontale. Et je vais supposer donc, que cette distance grand R et cet angle θ sont indépendants et uniformes. Donc grand R va au maximum jusqu'à d sur 2, et l'angle va entre moins pi sur 2 et plus pi sur 2. Et on peut voir assez rapidement qu'il y a intersection dès que j'ai cette condition géométrique. Et puisque j'ai des probabilités uniformes sur ces intervalles-là, je peux écrire P comme une intégrale, et j'obtiens que cette probabilité-là se calcule comme étant 2 fois la longueur de l'aiguille divisée par pi fois d, d étant la distance entre deux rainures successives. Donc ici, on va apparaître le nombre pi, donc ce qui a permis de faire des calculs approchés du nombre pi. Alors, on peut... Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai réécrit. Pour une aiguille de type segment 0L, voilà ce que j'obtiens. Alors, on peut un petit peu généraliser la question. Alors oui, oui, bien sûr, je peux faire le calcul si c'est plus grand que d, mais ce n'est pas le même calcul, c'est tout. Il faut un petit peu... voilà. Voilà. C'est une intégrale un peu plus moche, mais ça s'écrit évidemment. Donc même question si maintenant je jette une ligne polygonale, et plus généralement, si je jette un convexe. Donc avec pas même question, donc maintenant mon aiguille a une forme de convexe, je la jette sur mon parquet, avec quelle probabilité elle intersecte une des rainures. Donc pareil, je vais supposer que le diamètre du convexe est inférieur à grand D, pour simplifier les choses. Et le résultat, c'est que la probabilité dépend du bord du convexe et s'écrit comme le périmètre du bord divisé par πd. Alors si vous vous souvenez, tout à l'heure, j'avais 2L sur πd. 2L, c'est le périmètre de l'aiguille quand je fais le tour complet. L plus L. Voilà. Donc ici, je fais apparaître le périmètre. D'où sort-il? Alors, donc petit raisonnement pour l'expliquer. Je considère pk de C... Alors, C, c'est une courbe. Et je considère pk de C la probabilité d'avoir exactement k intersections entre la courbe C et les rainures. Et f de C, c'est le nombre moyen intersection. Donc, c'est la somme sur k des k fois pk de C. Et ce que je vais dire, c'est qu'en fait, si je considère f de 0L, c'est une fonction qui est additive. C'est-à-dire que si je juxtapose des aiguilles de longueur L1, L2, etc., finalement, c'est additif le nombre moyen intersection que j'obtiens. D'accord? Et même d'ailleurs, si les aiguilles sont... alors, elles peuvent être alignées, mais elles peuvent aussi faire une forme convexe. Et donc là, j'obtiens quelque chose qui est additif, et donc en passant à la limite, je vais obtenir une constante fois le périmètre. Et la constante, je vais la calculer en prenant par exemple un cercle de diamètre grand D. Et je trouve que j'ai deux intersections avec proba 1. Voilà. Et d'autre part, je sais que c'est la constante fois le périmètre. Donc du coup, je trouve bien que f de c, ça fait 2 fois le périmètre, et c'est aussi 2 fois la proba que la courbe touche la rainure si la courbe, c'est le bord d'un convexe. Voilà. Je peux faire une remarque. Oui. Oui. Bouffant, il y a deux exemples Newton et Lyle pour avoir les calculs intégrales. Mais en fait, avec cette observation-là, il aurait pu utiliser l'aiguille et le cercle. Et comme le cercle, il intersecte avec une fonction triviale, il n'y aurait pas besoin de l'intégrale. C'est vrai. C'est vrai. Alors, OK. Là, je veux quand même dire d'ailleurs que ce n'est pas de Buffon, cette méthode-là. Elle remonte à Émile Barbier, 1860. Donc, oui, je suis d'accord. Ça c'est déjà une version moderne de l'aiguille de Buffon. Pardon?
Ah, oui. Maintenant, oui. Mais enfin bon, le périmètre, bon, il faut quand même le définir. Bref, donc effectivement, sans intégrale, j'arrive à la fameuse formule, la proba d'intersecter une rainure, c'est le périmètre sur πd. Voilà, alors plus généralement, on va un petit peu généraliser cette question de l'aiguille de Buffon pour obtenir une formule de géométrie intégrale. Alors, en fait, je vais faire le contraire. Maintenant, je vais fixer mon convexe, j'y touche plus, et au contraire, c'est comme si je jetais le parquet. Je vais jeter une droite et je vais regarder si elle intersecte ou non le convexe. Oui, si elle intersecte le convexe. Alors, comment est-ce que je vais repérer une droite? Je vais simplement la repérer par sa distance à l'origine et par l'angle que fait la normale avec l'horizontale. Voilà, donc je la repère en polaire. Voilà, c'est l'équation en polaire en dimension 2. Et le périmètre du convexe K, c'est l'intégrale quand j'intègre sur toutes les... Alors, P, c'est la distance à l'origine, donc j'intègre sur tous les P possibles, entre moins l'infini plus l'infini. Donc, je translate la droite comme ça, à direction fixée. Et d'autre part, j'intègre sur dθ, je la tourne entre 0 et pi. Et j'intègre l'indicatrice que cette droite rencontre K. Et en intégrant par rapport à P, j'obtiens en fait que le périmètre, c'est l'intégrale sur toutes les directions du diamètre de K dans la direction θ. C'est-à-dire dans chaque direction, j'ai un diamètre qui est ici. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle la formule de Cauchy-Crofton. C'est une des premières formules de géométrie intégrale. Voilà. Alors, vous remarquerez ici que j'ai dit j'ai jeté une droite. Alors, ce n'est pas encore une droite aléatoire parce que dp dθ, ce n'est pas une mesure de proba. D'accord? Donc, je me rapproche au fur et à mesure des probabilités, mais je n'y suis pas encore là. Donc, il va falloir que je donne un sens à jeter une droite aléatoirement dans le plan, ou jeter un hyperplan dans l'espace euclidien RD, et même en jeter plus d'un, en jeter une infinité, c'est-à-dire jouer au Mikado. Alors, quel sens je peux donner à ça? Donc, j'ai besoin, là, je me rapproche des probas, j'ai besoin d'introduire, d'ailleurs, j'y suis carrément dedans, là, j'ai besoin d'introduire une notion qui est le processus de Poisson. Donc, je remercie Anne qui a introduit pour moi le processus de Poisson sur la droite réelle dans l'exposé précédent. Alors, c'est une généralisation en toute dimension. Qu'est-ce que c'est un processus de Poisson? Alors, je jette des points, c'est un ensemble localement fini, j'ai un nombre fini de points dans chaque compact, et je demande que si je prends l'intersection de cet ensemble de points avec un borélien, j'obtienne un nombre de points à l'intérieur qui est une variable de Poisson, de moyenne, la mesure. Alors, la mesure, c'est le paramètre associé au processus de Poisson. Donc ici, je l'ai appelé mu. Donc je demande que cette mesure mu me caractérise la moyenne de la variable de Poisson du nombre de points qui tombent dans un borélien fixé. Donc c'est mu de B1, le borélien B1. J'ai rappelé ici la définition de la loi de Poisson, mais bon, je n'ai pas le moindre doute sur le fait que vous connaissiez tous. Et d'autre part, donc c'est ce que disait Anne, l'intérêt du processus de Poisson, c'est que si je prends des boréliens 2 à 2 disjoints, eh bien, le nombre de points qui tombent là-dedans, 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 ils sont indépendants mutuellement. Voilà, il se trouve que ça existe, on peut le construire en construisant dans une fenêtre, en prenant des points IID dans une fenêtre. Alors si mu, par exemple, c'est la DX, je prends la loi uniforme dans la fenêtre, et au fur et à mesure, je grossis en prenant ensuite des points dans une couronne autour de la fenêtre, dans une couronne plus grande, etc., indépendamment. Donc c'est une manière explicite de réaliser un processus de Poisson. Et si en particulier, voilà, je prends mu proportionnel à la mesure de Lebesgue, alors dans ce cas-là, je parle de processus homogène, c'est-à-dire invariant par translation. Et du coup, il n'est plus caractérisé que par l'intensité lambda, le petit lambda qui est là. Voilà. Alors, maintenant que j'ai la notion de processus de Poisson, je vais pouvoir jouer au Mikado, c'est-à-dire jeter tout un ensemble de droites dans l'espace de dimension 2 et un ensemble d'hyperplans dans l'espace de dimension D. Alors, je commence par me donner des points, donc des points qui sont réalisés comme un processus ponctuel de Poisson, de mesure d'intensité, alors dp des sigma de U. Alors P et U, je vous rappelle, je reviens en arrière, ils étaient là. Alors là, c'était Pθ, ok. Maintenant, c'est une direction U dans la sphère de dimension D-1.
Voilà, donc je prends quelque chose d'uniforme sur la direction, et sur P, je prends dp. Et donc pour chaque point donné par P et U, je construis l'hyperplan polaire, c'est-à-dire voilà, l'ensemble des points de l'espace, tels que voilà, Y, tel que Y moins P. C'est moche ça. Oui, Y moins P scalaire U, c'est moche ça. Scalaire U égale 0, pardon. Voilà, donc c'est-à-dire c'est l'hyperplan qui passe par le point dans la direction U à distance P de l'origine et qui est orthogonal au vecteur U. Voilà. Et donc maintenant que j'ai construit tous ces hyperplans, eh bien, j'obtiens l'ensemble des composantes connexes du complémentaire de la réunion des hyperplans. Et ça me donne une partition de l'espace que j'appelle une mosaïque poissonienne d'hyperplans. Voilà. Et avec ce choix-là de mesure d'intensité, j'obtiens quelque chose qui est invariant par translation, ce qui n'était pas gagné au départ, mais en fait, c'est l'invariance par translation ici, radiale, le dp, qui fait que ça va marcher. Et d'autre part, invariant par rotation, bon, ça c'est sans surprise, puisque j'ai pris une loi uniforme sur les directions de mes hyperplans, donc évidemment, ça va être invariant par rotation. Voilà. C'est invariant par translation? Ah oui, oui, c'est d'ailleurs la seule mesure qui permet d'avoir quelque chose d'invariant par translation. Ah oui. Oui, parce qu'en fait, si je translate mes hyperplans, les points d'appui, on effectue une translation radiale sur eux. Les points d'appui de ces hyperplans restent dans la même direction, c'est juste le P qui est translaté. Et comme dp est invariant par translation radiale, c'est bon. Cette partie est consistante, c'est qu'il doit dessiner un carré, mais le tout c'est dans R à la puissance 3. Ah oui, alors c'est tout à fait, c'est l'intérêt, c'est avoir un processus qui est dans RD tout entier. Effectivement, oui. Là, c'est une réalisation dans un carré, bon, oui, bien obligé. Le mode, il n'y a pas vraiment là, c'est juste une frein, on peut voir. Exactement. Mais effectivement, l'intérêt ici, c'est que je récupère un modèle sur RD tout entier et que, en particulier, justement, l'invariance par translation va m'être très, très utile. Bon, je vois que c'est Philippe qui réfléchit, mais bon. OK. Alors, à partir de cette mosaïque, alors j'ai pas dit qu'elle avait été introduite au départ par Meijering, c'était pour décrire les trajectoires de particules dans les chambres à bulles. Bon, mais depuis, ça a servi en particulier pour représenter la structure des fibres du papier. OK, puis aussi la répartition des rues dans des villes, en particulier pour ceux qui font des télécommunications. Oui, alors, non, OK. Pas tout à fait. Non. Je mens un tout petit peu en disant ça, c'est-à-dire qu'en fait, on utilise après des modèles hiérarchisés, c'est-à-dire que j'ai une première mosaïque comme ça, et ensuite, dans chaque cellule, je reconstruis une sous-mosaïque avec d'autres rues. Voilà, donc du coup, on raffine le modèle pour avoir quelque chose d'un tout petit peu plus réaliste, parce que là, je vous accorde que ce n'est pas extrêmement réaliste. OK. Alors, de mon point de vue à moi, qu'est-ce qui va être intéressant? Ça va être de regarder, alors soit alors j'appelle les cellules, hein, donc les composantes connexes les fermetures des composantes connexes de RD privées des hyperplans, pardon. Voilà, donc soit ce qui va m'intéresser, c'est de regarder qu'est-ce que c'est qu'une cellule choisie au hasard là-dedans, soit je fixe un point à l'origine et je vais regarder la cellule associée à l'origine. C'est deux manières possibles d'étudier ce type de mosaïque. Alors, juste un petit calcul, alors là pour le coup combinatoire, pour vous faire sentir qu'il y a quand même, on peut dire assez rapidement des choses simples sur ce type de modèle. Alors déjà, une première remarque, c'est que chaque sommet de la mosaïque est contenu dans 4 cellules exactement. Alors tel que j'ai construit, avec proba 0, je vais avoir 3 droites qui s'intersectent. Même quand on croit qu'elles s'intersectent, non, c'est pas vrai. il y a une toute petite cellule là. Bon. Donc avec proba 0, ça va arriver. Donc avec proba 1, je vais récupérer des sommets qui sont tétravalents. Voilà. Et d'autre part, chaque sommet, c'est le point le plus haut d'une unique cellule, avec proba 1. D'accord, on peut s'en convaincre en regardant le dessin. Bon, celui-là, OK, ça a l'air de marcher. Hein. Voilà, donc du coup, il y a autant de sommets que de cellules. Et chaque sommet est contenu dans 4 cellules. Donc le nom moyen typique de sommet, quand je dis typique, alors là, je ne vais pas expliciter, on peut donner un sens précis à ce que ça veut dire. Là, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Il faut comprendre au sens moyennisation sur toutes les cellules.
Bon, bien qu'il y ait un nombre infini de cellules, donc ça c'est un autre problème. Mais si je moyennise sur toutes les cellules, le nombre moyen de sommets est 4. Voilà. Et alors, retour sur l'aiguille de Buffon. Si je regarde maintenant, alors c'est une conséquence de la formule Cauchy-Crofton qui était elle-même un prolongement du problème de l'aiguille de Buffon, si vous vous souvenez. Donc là, je l'ai écrit en dimension 2, mais bon, on aurait un résultat avec une autre fonctionnelle ici en dimension supérieure. Si maintenant je fixe un convexe K contenant l'origine, et je me demande avec quel proba ce convexe K il est contenu dans la cellule associée à l'origine. Donc la cellule associée à l'origine, elle est bordée par des droites, donc en dimension 2, elle est bordée par des droites que j'ai jetées, mon Mikado, et je me demande... Donc évidemment, cette question n'a de sens que si je prends un convexe, parce que toutes mes cellules, j'ai oublié de le dire quand même, sont des polytopes convexes. Hein. Donc évidemment, si je regarde ça, il faut que je prenne un convexe qui contient l'origine. Parce que je suis sur une cellule convexe qui contient l'origine. Donc n'importe quel ensemble, si je veux qu'il soit dedans, il faut que son enveloppe convexe union l'origine, avec l'union de l'origine, soit encore dedans. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut que ce K soit dedans? Ben, ça veut dire que toutes les droites n'intersectent pas K. D'accord ? Elles tombent toutes à l'extérieur. Et dans le processus de Poisson, il y a une propriété importante que j'aurais dû mentionner au moment où j'ai donné la définition, c'est que puisque j'ai des lois de Poisson, la proba qu'il n'y ait pas de point dans un ensemble donné, c'est exponentielle moins la mesure de cet ensemble donné. D'accord ? Ça, c'est la loi de Poisson qui me le dit. Et donc ici, je veux qu'il n'y ait aucun hyperplan, aucune droite qui intersecte K. Donc je veux qu'il n'y ait pas de point dans l'ensemble des droites qui intersectent K. Donc ça arrive avec probabilité exponentielle moins la mesure de l'ensemble des droites qui intersectent K. Et en fait, ça, on l'a déjà calculé tout à l'heure, c'était la formule de Cauchy-Crofton, c'est le périmètre du bord. Donc finalement, la proba qu'un convexe donné soit contenu dans la cellule associée à l'origine, c'est exponentielle moins le périmètre de son bord. Voilà. Et en dimension supérieure, du coup, le périmètre serait remplacé par le diamètre moyen, c'est-à-dire la moyenne sur tous les diamètres dans toutes les directions. On a déjà touché du doigt dans le cadre de la dimension 2, avec la formule Cauchy-Crofton, que le diamètre moyen, il se trouve qu'en dimension 2, c'est pile le périmètre à constante multiplicative près. Est-ce que je peux dire une chose? Ah oui, vas-y. C'est super intéressant, c'est la chose que Philippe disait d'abord. Il y a une toute petite astuce pour le fait que la mesure comme ça dépend de sigma, c'est invariant sous population. Qui est le fait qu'il y a un jeu de P à la puissance quelque chose, de P à la moindre puissance quelque chose. Puissance? Quoi puissance? Naïvement, on pense que si on prend des plans plus loin, il y a moins de probabilité d'être là, parce que l'angle il bouge plus faiblement. Il y a plus de probabilité parce qu'il y a plus de P. Et en fait, il y a... Le fait qu'il y a un P à la puissance de moins 1, c'est pas avec un P à la moins puissance de moins 1. Ça semble beaucoup plus simple que ça, hein, vraiment. Ah oui. Je veux dire, il suffit que tu regardes l'effet d'une translation sur une droite. Tu translates une droite d'un vecteur U, ça va te donner un nouveau pied de hauteur, tu calcules le pied de hauteur, et tu vas voir que le pied de la hauteur, on garde le même U, et le nouveau P, le P', c'est P plus un truc qui va dépendre du vecteur de translation. Ça va être, je ne vais pas dire une bêtise que je vais me tromper, ça va être T, en gros T scalaire U. Si T, c'est le vecteur de translation. Et donc, du coup, ce truc-là, c'est invariant par dp. Pour moi, ça va pas plus loin que ça. Hein. Bon, mais je veux bien réouvrir le débat après, parce que bon, ça serait dommage que ce soit pas clair. Bon, merci. Donc, c'est tout ce que je voulais dire sur cette mosaïque-là. Autre manière de construire une mosaïque aléatoire, c'est la célèbre construction de Voronoi, qui avait été introduite par Descartes en 1644. Sa motivation provenait de l'astrophysique. Il voulait représenter la forme des galaxies dans l'univers en partant du principe qu'il avait des centres d'expansion de matière qui vont croître de manière isotrope simultanément. Et du coup, la matière s'éloigne du centre et elle va s'arrêter aux frontières des cellules de Voronoi. Alors précisément, qu'est-ce que c'est? Donc, je me donne à nouveau un processus ponctuel, c'est-à-dire je jette des points, un ensemble localement fini de points, et autour d'un point, je vais construire sa cellule. C'est l'ensemble
des sites de l'espace qui sont plus proches de ce point, donc de ce point noir, que de tous les autres, pour la distance euclidienne. D'accord ? Donc, du coup, entre ce point-là, j'ai une médiatrice. De ce côté-là, la médiatrice, je suis plus proche de ce point-là que de celui-là, etc. Je construis toutes les médiatrices de ces voisins, et du coup, je récupère une mosaïque, et toutes les arêtes, ce sont des portions de médiatrices entre mes points noirs. D'accord ? Donc, c'est les zones d'influence de chacun de mes points noirs. Et donc, ça fait sens vis-à-vis du problème de Descartes. J'ai mes centres d'expansion qui se sont mis à croître, et ils vont s'arrêter. Puis, s'ils ont commencé à croître simultanément, ils vont croître à même vitesse, ils vont s'arrêter exactement aux frontières des cellules de Voronoi. Et du coup, toute la matière va stagner aux frontières des cellules de Voronoi. D'où ça sera la forme des galaxies. Voilà. Et de même, alors ici, j'ai pris l'ensemble des points que j'ai jetés au départ, je l'ai pris invariant par translation et invariant par rotation. Donc évidemment, la construction elle-même, elle est aussi invariante par translation et par rotation. Là, je pense qu'il n'y a pas de discussion là-dessus. Non, je veux dire, là c'est plus clair qu'il n'y a pas de problème sur l'invariance par translation, il me semble. Il n'y a pas une origine choisie, donc. Pardon ? Comme il n'y a pas une origine choisie. Oui, effectivement. Je suis d'accord avec toi pour dire que dans le modèle d'avant, a priori, on pourrait penser que la définition dépend de l'origine choisie. Ce qui n'est pas le cas précisément parce que j'ai pris cette mesure d'intensité. Je suis d'accord. Là, il n'y a pas de doute. Voilà. Alors, je voulais juste mentionner qu'en fait, peut-être connaissiez-vous déjà les mosaïques de Voronoi. J'imagine que pour la plupart d'entre vous, c'est le cas. Mentionner qu'en dimension 2, en fait, sans le savoir, on en faisait déjà. Il existe donc des mosaïques de Voronoi déterministes. Donc, le graphe carré, c'est une mosaïque de Voronoi. Le graphe hexagonal aussi est une mosaïque de Voronoi, associée au graphe triangulaire. Et justement, alors cet exemple du graphe hexagonal est fort intéressant parce que finalement, la construction qu'on a fait là avec un ensemble de points, un ensemble de germes à partir desquels j'ai construit le Voronoi aléatoire, ça va revenir à peu de choses près à... alors, il faut que je prenne beaucoup de précautions en disant ça. Ça va revenir à bruiter un graphe hexagonal. C'est-à-dire que, en particulier, le fait que je récupère des cellules avec 6 côtés, ça va rester vrai en moyenne pour une mosaïque de Voronoi engendrée par un processus de Poisson homogène. Alors, pourquoi ça ? Alors, ça vient des constatations suivantes. Donc, c'est exactement le même cheminement que pour les mosaïques de droite que j'ai présenté précédemment. Donc, chaque sommet de la mosaïque, il est contenu dans 3 cellules exactement. Alors ça, pareil, c'est avec proba 1. Donc, bon, il faut s'en convaincre. En fait, les sommets, là, ce sont les centres de cercle qui contiennent sur leur front, donc qui contiennent exactement 3 points et aucun point à l'intérieur. C'est une autre manière de décrire les sommets de la cellule de Voronoi et on obtient la mosaïque duale qu'on appelle la mosaïque de Launay, mais bon, je ne vais pas en plus en parler. Voilà, donc chaque sommet est trivalent avec proba 1. D'autre part, chaque sommet, c'est le point le plus haut ou le plus bas d'une unique cellule. Ça, c'est parce que vous allez avoir soit un truc comme ça, soit un truc comme ça. Si je prends une droite horizontale et que je la fais baisser au fur et à mesure, chaque fois que je vais rencontrer un sommet, soit il sera comme ça, soit il sera comme ça. Voilà. Grosso modo, ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas d'arête horizontale. Exactement. Avec proba 1, je n'ai pas d'arête horizontale. Voilà. Et donc, du coup, il y a 2 fois plus de sommets que de cellules. Donc, par conséquent, 2 fois 3, j'ai le nombre moyen typique de sommets par cellule, c'est 6. Voilà. Donc, entier. Si je calcule l'aire moyenne d'une cellule, c'est 1. Si je calcule le périmètre moyen, c'est 4. Donc, les premiers moments de ces quantités-là sont des entiers. Les seconds moments, c'est plus vrai. On aurait pu dire qu'il y a environ 2 fois plus de sommets que de cellules, parce que si j'avais un gros store, c'était un graphe fini et il y a la tête de Euler. C'est quoi ton argument, répète ? Il y a une réaction d'Euler. Ah oui, ok, oui, bien sûr, oui, la relation de l'air, je suis tout à fait d'accord. Oui. Une autre manière de voir ça. Effectivement. Non, mais ok. Là, je suis resté totalement élémentaire, simplement en décrivant ce que je voyais sur le dessin. Mais je suis d'accord avec toi, la relation de l'air marche aussi. Même question que tout à l'heure. Quelle est la probabilité, maintenant, si je fixe un convexe donné, d'être dans la 0 cellule? Alors, pour moi, la 0 cellule, ça va être la cellule associée à l'origine lorsque je rajoute l'origine
à l'ensemble des points que j'ai jetés. Donc l'origine est un germe, et je construis toutes les médiatrices entre l'origine et des points qui l'entourent. Et voilà, je construis comme ça la cellule de Voronoi associée à ce point-là, et je me demande quelle est la proba qu'un convexe donné soit contenu là-dedans. Et en fait, je me rends compte, donc si là j'ai fait un convexe un peu particulier, j'ai fait un polygone, je me rends compte que pour qu'il soit contenu à la cellule associée à l'origine, il faut que tous les points de ce convexe aient comme plus proche voisin l'origine. Parce que je vous rappelle, être dans la cellule associée à un germe donné, c'était ce germe, c'est celui qui est le plus proche de moi par rapport aux autres points noirs. Donc si c'est le plus proche de moi, ça veut dire que je n'ai pas de point du processus dans, par exemple, si je prends ce sommet-là, je n'ai pas de point dans ce disque-là. Pareil, dans ce disque-là, etc. Et donc je peux faire une réunion de disques, ce que je vais appeler la fleur, associée à mon convexe. Je prends la réunion de tous les disques, centrés dans les points du convexe, et qui contiennent sur leur frontière l'origine. Voilà. Et ce qu'il faut, c'est que je vide cette fleur, je dis qu'il n'y a pas de point, il n'y a pas de germe dedans. Et du coup, puisqu'au départ, j'avais pris un processus d'intensité de la mesure de Lebesgue, je vous rappelle, la proba qui n'est pas de point dans quelque chose, c'est exponentielle moins la mesure de ce quelque chose. Et la mesure, donc c'est VD le volume, c'est la mesure de Lebesgue de la fleur. Voilà. Pourquoi est-ce que tu rajoutes le point d'origine à l'ensemble de tes germes? C'est parce que sinon le calcul est indéterminable ou Déjà, bon, non, alors je ne vais pas employer le même mot que toi, mais je suis filmé, alors non. Voilà. Ça va passer à la postérité. En revanche, non, le calcul, on pourrait s'en sortir. Il suffit, en fait, on connaît la loi du point le plus proche de l'origine. On peut tout à fait, c'est quelque chose qui est déjà invariant par rotation. Et puis après, la distance à l'origine, voilà, il suffit que je vide une boule. Ça, je sais faire. Déjà, ce serait moins joli. Et il y a une autre raison beaucoup plus profonde que j'ai glissée sous le tapis, c'est qu'en fait, cette cellule-là, il se trouve, par un jeu assez miraculeux de propriétés des processus ponctuels de Poisson, que cette cellule-là, c'est en fait, elle a pour loi la cellule typique de la mosaïque de départ, c'est-à-dire elle a la même loi qu'une cellule prise au hasard dans la mosaïque de départ. Et là, ce n'est pas du tout évident. Donc en fait, ça signifie que c'est comme si je m'étais placé en un point, si j'avais choisi au hasard un point là-dedans, vous donnez le sens que vous voulez à ça, ce n'est pas complètement évident, et je place le petit bonhomme en ce point-là et je regarde autour de moi, et ce que je vois, c'est la cellule précisément de l'origine, si j'avais rajouté l'origine. Et ça, c'est parce que j'ai un processus de Poisson homogène, c'est la seule manière de le montrer. Voilà. Donc il y a en fait une raison plus profonde, mais que j'ai choisi de ne pas présenter. Voilà. OK. Alors c'est tout ce que je vais dire sur les mosaïques. Je suis bien conscient que c'est un peu frustrant parce qu'il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Donc évidemment, on s'intéresse au moment des grandeurs telles que nombre de sommets, périmètre, volume, R en dimension supérieure et même nombre de phases k-dimensionnelles en dimension supérieure, etc. On s'intéresse à leurs lois. On s'intéresse aussi à des propriétés asymptotiques de type qu'est-ce qui se passe quand une cellule est grande. On peut montrer qu'avec ce type de loi, au départ, les cellules qui vont être grandes vont être de forme sphérique approximativement. On peut donner un sens précis à ça. Bon, bref, il y a plein de choses à faire sur ces mosaïques-là. Je ne m'appesantis pas davantage sur le sujet. Maintenant, je suis ouvert aux questions. Est-ce que ça relation Ok, je vais pas le dire. c'est une Changer de temps. Bon, vous me dites. Ces réactions que la cellule d'un processus et de l'autre ils ont exactement la même loi, ça serait vrai aussi s'il était dans un temps fini, ou c'est vrai que pour le plan? C'est vrai que pour le plan. C'est vrai que pour le plan, mais pour le temps fini, tu n'as pas de problème. Tu as un nombre fini de cellules, tu fais la moyenne. Tu vois, enfin, je veux dire, pour définir une notion de cellule typique dans le tore, il n'y a pas de problème. Tu as un nombre fini de cellules. Tu vois, tandis que là, le problème, c'est qu'on a quelque chose qui est sur tout le plan, sur tout l'espace. Donc, quand tu veux dire je prends au hasard une cellule, il faut bien lui donner un sens à ce truc-là. Et donc, le seul sens qu'on peut lui donner, c'est ça, précisément. C'est un exemple, il y a une formulation un peu précise. Ah, bah complètement. Oui, non, mais précise et robuste. Là, Oui. Oui, bon. De manière possible, soit je fais une moyenne dans une fenêtre et j'augmente la taille de la fenêtre. Ça marche, parce que j'ai ergodicité, je vais montrer que les moyennes ergodiques convergent. Soit j'utilise ce qu'on appelle la théorie de Palm. C'est-à-dire, je fais une moyennisation sur tous les points qui seraient dans un borélien
il se trouve que par invariance par translation, ça a un sens, ça ne dépend pas du borélien. Et ça, c'est voilà, ce qu'on appelle une mesure de Palm. Oui. Question beaucoup plus simple. Dans le cas du réseau carré, c'est évident que les domaines de Borel, c'est des carrés. Il me semble les médiatrices entre deux. Ah oui, les médiatrices, oui. Là, cela il passe sur un point en fait. Oui, oui. D'accord. Mais là, précisément, c'est un cas dégénéré par rapport que j'aurais avec Probanul. Parce que je ne peux pas avoir 3 médiatrices qui s'intersectent en le sommet de la cellule. Pardon ? Oui, enfin plus que 3, je veux dire. Strictement plus. Oui, exactement. J'ai une question aussi. En fait, tu arrives à faire un modèle où les cellules ont à peu près 4 sommets en moyenne ou 6 sommets en moyenne. Oui. Tu dois pouvoir faire 3, mais j'imagine que le reste, c'est pas possible. Ah bah 3, ok, je fais une triangulation, c'est ça ? La triangulation de Delaunay, ça marche ? D'autres nombres, ça doit pas être possible. Parce qu'il faut que ça parte quelque part. Je n'ai pas la réponse à cette question, mais je veux bien croire que c'est pas possible. Ouais. Après, enfin, quel sens tu donnes à ça ? Parce que je veux dire, je peux pas te dire que si je prends un autre processus, si je jette un autre ensemble de points invariant par translation, que je définis une notion de cellule prise au hasard et que je calcule le nom moyen de sommet. Là, le fait que ce soit 6, en fait, ça dépend que de la stationnarité. Au-delà, ça me paraît pas évident que... Non. En fait, je suis pas bien sûr de la question qui a posée là. Est-ce que c'est possible de trouver un processus de placement de tes points qui fasse que le nom moyen de... Non. Alors, si c'est Voronoi, si c'est stationnaire, non. Voilà. C'est ça la question, c'est non. Après, est-ce que d'autres constructions, d'autres processus, etc., je ne sais pas. Mais voilà. OK. Donc, je change de modèle. Pareil, je vais commencer par parler d'un casse-tête qui a été posé il y a 151 ans maintenant par Sylvester dans The Educational Times et qui est ce qu'on appelle le problème des 4 points de Sylvester. Alors, la question c'est, pareil, donc je pars d'un convexe compact du plan, un corps convexe, et je cherche la probabilité que 4 points indépendants jetés uniformément dans ce convexe forment un quadrilatère convexe. D'accord ? C'est-à-dire, je n'ai pas un triangle avec un point dedans. Voilà. Alors, comment faire ça ? Bon. On peut déjà jeter 3 points. Il n'y a pas de problème, ils sont bien sur l'enveloppe convexe de l'ensemble des 3 points. Okay. Donc le problème, c'est comment je jette le 4e point pour récupérer un quadrilatère convexe. Donc ces 3 points vont définir des zones autorisées et interdites. Et ça, en rouge, j'ai mis toutes les zones interdites pour le 4e point. Voilà, et finalement, du coup, la proba d'avoir un quadrilatère convexe, c'est la probabilité de tomber là-dedans. Donc c'est l'aire de la partie blanche sur l'aire totale. D'accord ? Sauf que, évidemment, la partie blanche, elle est aléatoire, elle dépend de la position des 3 premiers points que j'ai jetés. Et il se trouve que, en fait, ces 4 parties rouges, elles ont même moyenne. J'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Et donc, du coup, la probabilité, donc P de K, c'est la probabilité d'avoir un quadrilatère convexe, c'est 1 moins 4 fois l'aire du triangle moyen. Donc, A bar du triangle, pour moi, c'est l'aire moyenne d'un triangle quand j'ai jeté 3 points uniformes dans le convexe. Voilà, divisé par l'aire totale. Voilà. Alors, donc ça, c'était oui, ça vient de la relation des fronts 65, mais j'en parlerai un tout petit peu après. Alors, ce n'est pas toujours facile de calculer cette proba-là. Blaschke, en 1923, a obtenu le résultat remarquable suivant, un résultat de monotonie. C'est qu'en fait, cette probabilité P de K, pour un convexe n'importe lequel, alors là, j'ai un petit peu triché, j'ai représenté une ellipse, mais en fait, pour une ellipse, c'est la même chose que pour un disque, parce que là, le problème est invariant par transformation affine. Bon, en fait, donc ce P de K, il est toujours coincé entre les 2 cas extrémaux,
la probabilité calculée dans le cas du triangle et la probabilité calculée dans le cas du disque. Et vous remarquerez qu'il y a quand même pas beaucoup de jeu entre les deux. J'ai 2 tiers, 0,6666 et 1-35 sur 12 pi 2, 0,70. Bon, pas beaucoup de jeu. Voilà. Et alors pour le faire, je ne vais pas du tout rentrer dans les détails de la démonstration, ça repose sur des symétrisations de convexes. Bon. J'en dis pas plus, mais ce sont des démonstrations purement élémentaires qui reposent sur la géométrie convexe. Et sur l'idée de calculer l'aire moyenne d'un triangle. Bon. Alors, on peut généraliser le problème en jetant maintenant n points et en se demandant quelle est la probabilité que ces n points soient en position convexe, c'est-à-dire tous sur la frontière de l'enveloppe convexe, tous extrémaux. Voilà, alors il y a peu de cas où on peut faire un calcul explicite. Il y a un travail, alors il y a 2 articles en fait, Duhamel en 95 et 96, qui fournissent un calcul explicite, donc cette probabilité Pn. Donc Pn du convexe pour moi maintenant, c'est la probabilité que, ayant jeté n points uniformes indépendants, ils soient tous en position convexe, tous sur la frontière de l'enveloppe convexe. Eh bien, j'obtiens, alors là, pour le coup, c'est de la combinatoire, pour de vrai. Walther a obtenu des formules explicites pour ces probas-là, dans le cas du triangle et du parallélogramme. L'idée, c'est de discrétiser, de faire un grillage et de remplacer les probas uniformes continus par des probas discrètes sur le grillage. Et du coup, après, faire vraiment de la combinatoire. Mais là, je ne rentre pas plus dans les détails. Jean-François pourrait vous le raconter mieux que moi. Voilà, et il y a un résultat remarquable qui est dû à Barani en 1999, alors qui ne donne pas un calcul explicite de Pn pour tous les cas, mais par contre, qui vous fournit l'asymptotique de cette proba Pn de k, et qui vous montre qu'en fait, le premier terme, c'est une proba qui décroît très très vite vers 0, en n puissance moins 2n, et ce premier terme ne dépend pas de la forme de k. La dépendance, elle n'apparaît qu'à partir du deuxième terme, donc là c'est le logarithme de la probabilité. Elle n'apparaît qu'à partir du deuxième terme, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle fait apparaître une quantité qui est tout sauf intuitive, qu'on appelle le périmètre affine de K, qu'on peut définir comme l'intégrale de la courbure gaussienne puissance 1 tiers sur le bord de K. Bon, qui l'eût cru. Voilà. Et j'ai réécrit ce que ça donnait dans le cas du disque. Voilà. Et je veux juste signaler au passage donc, que Jean-François, récemment, Marquert, a obtenu... alors, une formule de récurrence pour le calcul de Pn de D, et du coup, on a déduit des calculs explicites jusqu'à n égale 8, je crois, voilà, de Pn de D à l'aide de sa formule. Voilà, alors, je vais changer de problème, enfin, en restant dans le cadre des enveloppes convexes. Donc, je ne parle plus du problème de Sylvester. Maintenant, je jette les points et je vais regarder uniquement le comportement de l'enveloppe convexe de ces points sans chercher spécialement à avoir tous les points en position convexe. Donc maintenant, il y en a qui sont extrémaux, il y en a qui ne le sont pas. Donc je me donne un convexe compact et je regarde l'enveloppe convexe de n points indépendants, uniformes, dans mon compact. Voilà. Alors, plus je jette de points, plus je me rapproche du compact lui-même. Donc, c'est déjà une méthode pour discrétiser un compact en géométrie convexe, pour me rapprocher, pour faire une approximation polyédrale d'un convexe donné. Voilà, et donc les questions qu'on peut se poser, c'est quel est le nombre de points extrémaux, moyen, quelle est sa loi, est-ce qu'il est très concentré, quelle est l'aire des trous. Donc les grandeurs considérées, je vais prendre les nombres de faces k-dimensionnelles, k compris entre 0 et d. Donc k égale 0, c'est le nombre de points extrémaux. K égale 1, nombre d'arêtes. K égale d-1, nombre d'hyperfaces. Bon. VD, toujours le volume. Alors évidemment, il y a aussi l'aire du bord. Il y a aussi ce qu'on appelle les volumes intrinsèques du convexe, les VK, c'est-à-dire qu'on peut généraliser volume et aire du bord. J'en parle pas aujourd'hui. Je me contente du nombre de faces k-dimensionnelles et volume, mais on peut faire des choses aussi là-dessus. À peu près tout ce que je vais raconter passerait au volume d'ordre inférieur, mais j'en parle pas. Alors, si on cherche à faire des calculs explicites à n fixés, on peut dire quelques petites choses, mais pas tant que ça. Alors, d'abord, il y a un résultat qui est dû à Wendel, qui vous dit que si k est symétrique, et plus généralement, si je prends une loi pour les points que je jette qui serait symétrique par rapport à l'origine, bah, je peux calculer la probabilité que l'origine ne soit pas dans l'enveloppe convexe. Et cette chose-là s'écrit comme ceci. Donc, c'est une probabilité
qui va décroître exponentiellement vite. Le calcul provient de la formule de Schläfli qui vous donne le nombre de zones délimitées par n hyperplans quand je jette n hyperplans dans l'espace. Voilà, donc ce qui est important à retenir, c'est qu'avec grande proba, l'origine va être dans l'enveloppe convexe de n points quand n est grand, si ces n points ont une loi qui est symétrique par rapport à l'origine. Et d'autre part, il y a la relation des fronts, qui est très jolie, qui vous dit que le nombre moyen de sommets, le nombre moyen de points extrémaux, il est relié, donc si je jette n points, il est relié au volume moyen de l'enveloppe convexe que j'aurais obtenu si j'avais jeté n-1 point. Donc en fait, c'est n fois quelque chose d'inférieur à 1, heureusement, il y en a un peu moins que n, qui est 1 moins la proportion occupée par l'enveloppe convexe des n-1 premiers points. Voilà, puis je mentionne que Christian Burta a généralisé cette relation-là pour des moments d'ordre supérieur. Et c'est à peu près tout ce qu'on sait faire dans le cas non asymptotique. Alors, je veux juste expliquer la relation des fronts, comment l'obtenir, parce que c'est tout à fait compréhensible. Donc, si je jette n points indépendants uniformes dans le cas, donc x1, xn, donc je calcule le nombre moyen de sommets de l'enveloppe convexe. Donc, je somme sur tous les points l'indicatrice que le km point n'est pas dans l'enveloppe convexe des autres. C'est-à-dire il est extrémal, il n'est pas dans l'enveloppe convexe des autres. Maintenant, donc, en fait, l'espérance de cette indicatrice, c'est n fois la même. D'accord ? Parce que la loi des points, elle est changeable. Donc c'est n fois le calcul pour xn. Et le calcul pour xn, je peux conditionner par la position des n-1 premiers points et dire, mais si je sais déjà où sont les n-1 premiers points, le nème point, forcément, il ne doit pas être dans l'enveloppe convexe des n-1 premiers, si je veux calculer donc, la proba que je ne sois pas dans l'enveloppe convexe des n-1 premiers. Voilà, et ne pas être dedans, parce que j'ai une loi uniforme, c'est 1 moins le volume de cette enveloppe convexe divisé par le volume total. Voilà. Et j'intègre sur la loi des n-1 premiers points. Donc voilà, ça vous donne la relation des fronts. Donc finalement, chaque fois que j'aurai besoin de t'es pas critique si tu remplaces la mesure uniforme dans le cas par une autre loi avec les points idées, tu vas avoir une mesure différente de la mesure du convexe par n-1 point. Oui, après c'est sûr que c'est un peu... si c'est un truc moche... Là, oui, je suis d'accord, bien sûr. Voilà, l'intérêt ici, c'est que donc, du coup, j'ai le nombre moyen de points extrémaux va être lié au volume moyen de l'enveloppe convexe. Donc du coup, quand je vais m'intéresser aux asymptotiques de ces moyennes-là, j'aurai besoin de regarder que le nombre de points extrémaux. Voilà, mais je suis d'accord avec toi que ça ne dépend pas spécifiquement du fait que j'ai des lois uniformes. OK, et je vais définir un autre modèle qui est le modèle gaussien. Donc ça, c'est mon dernier dada, donc c'est pour ça que je l'ai introduit dans cet exposé. Les points, maintenant, je les jette suivant une loi gaussienne, donc canonique. 10 minutes, oui. oui, je t'assure. Il reste quoi, 3 parties? Bon. Voilà, donc je jette n points indépendants suivant donc la loi qui est pour densité, la densité gaussienne, voilà, canonique. Je le considère sur leur enveloppe convexe. Voilà, et ce qui va se passer, c'est un petit peu différent. Les points, si j'avais pris des points uniformes dans le disque tout à l'heure, ils étaient plutôt agglutinés près de la frontière du disque. Là, au contraire, ils sont agglutinés autour de l'origine et il y a assez peu de points loin de l'origine, donc assez peu de points extrémaux. Donc là, je vais avoir un comportement radicalement différent pour le nombre de points extrémaux. Voilà, donc du coup, parlons-en. Alors là, je vais passer assez rapidement, c'est des petites simulations, voilà. Donc, OK, bon, ça c'est sans surprise. J'augmente le nombre de points, vous voyez, comme ça se rapproche du convexe. Cela dit, les rares trous que j'ai, ils sont dans les coins, là. Hein. C'est dans les coins que ça va se passer, les trous, essentiellement, pour les convexes qui vont avoir, pour des polygones ou des polytopes, dès que je vais avoir des coins. En revanche, ça va se passer différemment si j'ai des convexes à bord régulier, à bord C2. Là, au contraire, alors je vais avoir beaucoup plus de points extrémaux parce qu'il va falloir coller à la forme du convexe. Donc je vais avoir une croissance de points extrémaux qui sera polynomiale de ce côté-là et qui va être logarithmique de ce côté-là, parce que là, tous les points extrémaux vont s'agglutiner autour des coins. Voilà, et dans le cas gaussien, alors je vous montre quand ça augmente. En fait, on commence à se rendre compte que, alors c'est pas une surprise, le problème au départ était invariant par rotation. Plus je vais jeter de points, plus la forme de l'enveloppe convexe va être sphérique.
c'est pas encore évident. Donc là, j'ai pas mis les points au milieu, j'ai juste mis la frontière d'enveloppe convexe. On se rend compte que ça devient vrai, mais que ça évolue assez lentement, mais que ça finit par être sphérique, voilà, en jetant 50 000 points. Et je vais expliquer dans une seconde comment j'ai construit la sphère critique. Voilà, ben voilà, on y est. C'est un résultat dû à Geoffroy en 61, qui vous dit que l'enveloppe convexe donc de n points gaussiens indépendants, donc avec la loi gaussienne canonique, si je prends sa distance d'Hausdorff avec la boule centrale origine et le rayon racine de De Loguen, la distance de Hausdorff entre les deux tend vers 0 presque sûrement. Voilà. Donc c'est ça mon rayon critique que je vais ensuite un petit peu raffiner sur la fin de mon exposé. C'est vrai sans normalisation. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, je vais en parler. Je sais pas qui m'a posé la question. Oui. Je vais en parler très rapidement, mais je vais glisser sous le tapis le résultat qu'il a donné exactement. Voilà, donc ici, voilà, j'ai montré la différence entre uniforme dans la boule et gaussien, mais ça j'en ai déjà parlé, donc je passe. Oui, alors voilà, précisément proximité à la forme sphérique, je pense que c'est ça la question, c'est-à-dire là, je vais avoir la frontière de mon enveloppe convexe qui va être coincée dans la plus grande boule centrale origine qui est contenue dans l'enveloppe convexe et la plus petite boule centrale origine qui contient l'enveloppe convexe. Donc je coince ma frontière dans une petite couronne. Et quelle est l'épaisseur de cette couronne ? Je peux dire que l'épaisseur de cette couronne, alors elle évolue en, il y a un terme logarithmique, mais n puissance moins 2 sur d plus 1, donc décroissance polynomiale, tandis que dans le cas gaussien, au contraire, j'ai une décroissance logarithmique. Ça se ratatine très lentement. Voilà. Alors ça, c'est vraiment avec les mains à peu près égal. En fait, on peut donner un sens plus précis à ça avec un théorème de valeurs extrêmes, mais que je n'ai pas présenté ici. C'est-à-dire, je peux montrer que, en fait, cette quantité-là, elle a un développement et le dernier terme converge vers une loi des valeurs extrêmes. Voilà. Et ça, ce que je vais donner, en fait, c'est le premier terme du développement. Voilà. Mais j'en dis pas plus sur le sujet. Voilà. Alors, je passe maintenant sur les moyennes asymptotiques. Alors, il y a plein de gens qui ont contribué au résultat. Il y a un papier, il y a 3 articles en fait de Régnier et Zoulanke qui ont précisé les calculs du nombre de sommets moyens, périmètre moyen et R moyenne en dimension 2. Dans les 3 modèles, alors pour moi, c'est point uniforme dans un convexe à bord lisse, point uniforme dans un convexe polytope et gaussien. Et il se trouve que c'est ce que je vous annonçais, le nombre moyen de sommet ou le nombre moyen de phase k-dimensionnelle, c'est pareil. Ça croît polynomialement dans le cas uniforme lisse et logarithmiquement dans le cas point uniforme jeté dans un polytope ou gaussien. Voilà. Et voilà. Et du coup, là, j'obtiens soit l'aire du vide ou l'aire totale dans le cas gaussien. Donc VD de Kn, c'est pour le cas gaussien. L'aire du vide, c'est pour les 2 autres. Là, j'ai une décroissance polynomiale. Voilà. OK. Donc, et là, il y a des constantes explicites. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais quand je mets équivalent, c'est pour de vrai. Il y a des constantes explicites qu'on sait calculer en fonction du convexe. Voilà. À partir des années 2000, on a commencé à s'intéresser au TCL et au moment d'ordre supérieur. Et là, on ne savait pas dire grand-chose. On était uniquement au stade de borne inférieure, borne supérieure. On avait l'ordre de grandeur, mais pas plus. Voilà. Donc, sans surprise, la variance, là, en uniforme lisse, se comporte de la même manière que l'espérance. C'est comme si j'avais une somme de variables indépendantes. Bon, je ne sais pas si j'aurai le temps d'expliquer pourquoi, mais voilà. Et donc, la contribution principale que je voulais présenter dans les 5 minutes qui me restent, mais oui, ce qu'on a obtenu donc, avec Thomas Schreiber et Jelukic, ce sont des variances limites explicites, c'est-à-dire, on montre que là, ce n'est pas un θ, c'est la variance divisée par ça converge vers un nombre qu'on sait calculer. Alors, peut-être que ça ne vous fait pas rêver, je peux l'imaginer. Je dirais simplement, je ne sais pas, peut-être que vous êtes super content qu'il y ait une variance limite, peut-être le θ vous suffisait. En tout cas, plus intéressant encore que le fait qu'il y ait des variances limites, c'est la méthode, et c'est, en fait, pour calculer ces variances limites, on a besoin de comprendre asymptotiquement à quoi ressemble la géométrie dans l'enveloppe convexe. Et c'est ça qui vaut le coup, en fait, dans le travail, à mon sens. Voilà, donc je vous donne ici les résultats principaux, qui sont calcul de variance limite.
Bon, et du coup, on a un développement avec un terme de plus pour le moment d'ordre 1 pour le volume. Pardon ? Combien il valent, c'est bon. Alors, oui. Je ne l'ai pas écrit parce qu'il y a une légère arnaque. C'est-à-dire, ils sont explicites, mais ils s'écrivent comme des intégrales qui dépendent d'un certain processus que je n'ai pas encore introduit. Et c'est explicite jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que je peux l'écrire comme l'intégrale d'une espérance d'une variable qui dépend d'un processus. Je sais que c'est non nul. On peut en faire une approximation. Enfin, je ne sais pas si c'est la question. Oui. Oui, on peut, tout à fait. Ça, oui. Ça, oui. Maintenant, je ne vais pas vous dire c'est égal à gamma de 10 sur 3. Voilà. Voilà, donc là, je passe très très vite sur la méthode pour obtenir ces variances limites. En fait, l'idée, c'est de réécrire tous les nombres qui m'intéressent, le nombre de phases k-dimensionnelles, le nombre de points extrémaux, le volume, comme des sommes de variables qui vont se comporter pas loin de variables indépendantes. C'est un peu ça l'idée. Donc, par exemple, pour le nombre de points extrémaux, les variables, ça sera simplement pour chaque point du processus, 1 si l'extrémal, 0 sinon. Donc, je suis d'accord avec vous qu'elles ne sont pas indépendantes, mais en fait, elles ne sont pas si loin que ça d'être indépendantes, parce que la dépendance est assez localisée. Et c'est ça qui va nous faire gagner. Alors, je passe sur ces horreurs-là, que de toute façon, je voulais juste vous les montrer pour montrer que c'est des horreurs, mais c'était tout. Plus intéressant, je voulais simplement vous raconter, pour conclure, qu'on peut faire un changement d'échelle, c'est-à-dire une transformation qui va tuer le problème, c'est-à-dire qui va changer l'échelle de telle manière que, à la limite, quand le nombre de points tend vers l'infini, je vais avoir une nouvelle forme de frontière d'enveloppe convexe. Alors, là, j'avais l'enveloppe convexe en vert. Là, alors, j'avais la fleur. Je n'ai pas trop le temps d'expliquer pourquoi elle est importante, mais j'avais la fleur, donc, que j'ai introduite tout à l'heure. Et après ma transformation, ça va devenir un truc qui est exactement ça. C'est-à-dire, les disques vont se transformer en paraboles vers le haut. Les portions de droite qui sont sur la frontière convexe vont se transformer en portions de paraboles vers le bas. Et en fait, les points que j'ai jetés au départ vont devenir des points jetés dans ce nouvel espace, donc R(-1 croix R, avec ça va être encore un processus ponctuel de Poisson, avec une nouvelle intensité qui va être en exponentielle de h, où h est la hauteur, dv, si v c'est l'abscisse, dh. Voilà, et en fait, on a tout un dictionnaire qui vous retraduit tout ce qu'on sait d'enveloppe convexe dans le dessin asymptotique. D'accord ? Donc, les sphères deviennent des paraboles, Pardon ? C'est des vraies paraboles. C'est des vraies paraboles, oui. Oui, mais alors là, je suis en train de passer sous silence une tonne de trucs. Sur X, c'est pas unique. C'est un duo de paille. Sur X, c'est pas unique. Sur la coordonnée horizontale. Oui, c'est invariant par translation horizontale, si c'est ça la question. Il y a un tout pareil quelque part. Oui, en fait, l'âge, elle est ici tout en bas. L'intensité que je prends, c'est exponentielle h, v, dvh, où v, c'est la composante horizontale. Donc j'ai invariance par translation horizontalement. Voilà. C'est juste l'invariance de la loi. Tu n'as pas l'effet que le dessin, il est en fait dans une bande. Non, il n'est plus dans une bande. En fait, il n'est plus dans une bande parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'avais la sphère critique. La sphère critique, elle est devenue l'axe des abscisses. Enfin, le cercle critique en dimension 2 est devenu l'axe des abscisses. Je l'ai étiré. Je l'ai aplati et étiré. Et ensuite, donc j'ai réécrit tous les points en coordonnées sphériques. Et la composante radiale, je l'ai étirée et c'est devenu une composante verticale. Et en faisant ça, alors quand je dis étirer, il faut la bonne transformation qu'il donne, j'obtiens ce dessin limite. Et du coup, j'ai un dictionnaire qui me permet de tout retraduire, la convexité devient une convexité parabolique. Et là-dedans, je peux trouver toutes les expressions de mes variances, de mes moments, premiers moments et variances limites. Voilà. Donc là, j'ai représenté mes dessins asymptotiques, voilà, et je pense que je n'ai plus de temps. Donc merci pour votre attention.
Oui, je voulais savoir si les résultats que vous avez obtenus, ils ont une influence éventuelle sur les algorithmes qui calculent l'enveloppe convexe, leur stratégie, leur complexité, etc. Oui, intéressant. Effectivement, j'en ai pas du tout parlé. Je peux déjà mentionner que, en fait, par exemple, pour construire une enveloppe convexe dans le disque, là, ce que j'ai dit à un moment donné, c'est que le nombre de points extrémaux, c'est en n puissance 1 tiers. Donc, on pourrait espérer faire un algorithme en n puissance 1 tiers. Et précisément, donc, c'est ce qu'on fait. Voilà. Alors, voilà. Donc, c'est un travail tout récent, donc, qui se base précisément sur cette idée que les points extrémaux, donc, se comportent en n puissance 1 tiers dans une petite couronne autour de la frontière, qui est d'épaisseur n puissance moins 2 tiers. Donc, on jette les points à cette petite couronne, on raffine avec des couronnes successives de plus en plus proches de l'origine. Et donc ça, c'est un travail de Philippe, il y a Olivier de Villers, il y a Rémi Thomas, me semble-t-il. C'est une version qui est en cours, où je me débarrasse du facteur logarithmique. Mais c'est plus la même, D'accord. Voilà, après, je veux juste dire aussi que les modèles qu'on regarde, en fait, alors Xavier pourrait le dire mieux que moi, c'est en moyenne. Et ce n'est pas forcément la complexité la plus intéressante en pratique. Parfois, le cas le pire est plus intéressant que le cas moyen. Et donc, en particulier, donc, Xavier, Olivier de Villers, Rémi, Thomas, Marc Gliss, c'est ça. Donc, on fait un travail sur ce qu'ils appellent la smooth complexity, c'est-à-dire, ils vont regarder le cas le pire, ils partent de points qui sont en position convexe, et ils vont les bruiter. Donc, par exemple, en prenant des lois uniformes, en les bruitant avec une loi uniforme dans des petits disques autour des points qui sont en position convexe, et ils regardent à nouveau le nombre de points extrémaux après ce bruitage-là. Voilà. Donc, c'est pas le même modèle. Après, certaines de ces méthodes pourraient s'étendre à des problèmes de type smooth complexity. Voilà. D'autres questions ? Non. Dans ce cas-là, on va remercier Pierre. Merci.